Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, Monsieur le défenseur des droits, Madame la membre du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier président honoraire de la Cour de cassation, Madame la première présidente de la Cour d'appel de Paris, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les professeurs, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Monsieur le représentant du président de la conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, il est assez rare dans la vie d'un homme de pouvoir assister à son propre enterrement. Or, si j'en crois ce que certains disent de la justice prédictive, c'est le sentiment que je devrais avoir aujourd'hui, puisqu'elle est censée faire disparaître la plupart des avocats, et certains vont même jusqu'à dire des magistrats. Aussi, en préparant ce discours, j'ai repensé à une phrase de La Fontaine que je trouve à la fois très belle et très profonde. La Fontaine écrit qu'on devrait quitter la vie comme on quitte un banquet, en remerciant son hôte. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de saluer la présence, aujourd'hui, de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et de M. Jean-Claude Marin, procureur général de la Cour de cassation. Non seulement votre présence nous honore, mais elle me permet de vous remercier. Monsieur le vice-président, vous qui êtes le successeur d'Édouard Laferrière et de René Cassin, Monsieur le Premier président, vous qui êtes le successeur de François-Denis Tronchet et de Raymond de Sèze, Monsieur le procureur général, vous qui êtes le successeur de Félix Bigot de Préameneux et de Paul Matter, je vous remercie de nous avoir accueillis, moi et mes confrères, au sein du Conseil d'État et de la Cour de cassation pendant maintenant 2 siècles. Je ne pense pas que nous ayons à rougir du travail qui a été accompli. Quand je lis les grands arrêts de la jurisprudence administrative, civile ou pénale, je constate que très peu d'entre eux ont été rendus sur des moyens soulevés d'office. À l'origine de ces grandes décisions, il y avait donc un moyen soulevé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. À l'orée de ce colloque destiné à célébrer le bicentenaire de notre ordre, vous vous posez sans doute 2 questions. Pourquoi avoir choisi la justice prédictive comme sujet? Et pourquoi organiser ce colloque en 2018 alors que notre bicentenaire a eu lieu en 2017? Ces 2 questions doivent recevoir une seule réponse. Avec mon prédécesseur, la présidente Hélène Farge, nous avons voulu que ce bicentenaire soit tourné vers l'avenir et non vers le passé. Nous avons voulu fêter notre entrée dans notre 3e centenaire et non les 2 précédents, car je ne crois pas un seul instant que nous allons disparaître. Et le thème de la justice prédictive s'est alors imposé de lui-même, car c'est un phénomène auquel nous allons devoir faire face, que nous le voulions ou non. Or, je ne crois pas aux prophètes millénaristes qui nous annoncent régulièrement la fin du monde. Et je ne crois pas non plus au sens de l'histoire. L'histoire est, pour l'essentiel, ce que les hommes en font. Rien n'est jamais inévitable, et si les choses arrivent, c'est soit que nous l'avons voulu, consciemment ou inconsciemment, soit que nous n'avons pas été suffisamment lucides pour les empêcher. En conséquence, je voudrais vous inviter aujourd'hui à un exercice de lucidité. Les logiciels de justice prédictive sur lesquels de nombreuses entreprises sont en train de travailler et qui ne sont pas encore, je crois, tout à fait au point, sont porteurs d'autant de promesses que de menaces, de progrès que de risques de régression. Il nous faut donc aujourd'hui essayer d'anticiper ces progrès et ces menaces. Et pour introduire les débats qui seront, j'en suis sûr, tout à fait passionnants, je voudrais vous raconter 2 histoires. Une histoire gaie et une histoire triste. Une histoire qui finit bien et une autre qui finit mal. Je commence par l'histoire qui finit bien. La justice prédictive va faire progresser la justice et les juristes. D'abord, parce qu'elle sera une source de connaissances. Et je ne vois pas comment on pourrait être contre la connaissance. Actuellement, si nous avons une vision complète des décisions rendues par le Conseil d'État et par la Cour de cassation, nous n'avons en revanche qu'une vision très parcellaire de celles qui sont rendues par les juridictions du fond.
Au premier abord, on pourrait considérer que cela n'a que peu d'importance, car ce sont le Conseil d'État et la Cour de cassation qui fixent la jurisprudence. C'est donc leur décision qu'il faut avant tout connaître. Mais c'est oublier que, conformément à leur rôle de juge de cassation, ces deux juridictions abandonnent toute une série de notions et d'appréciations au pouvoir souverain des juges du fond, car elles sont considérées comme factuelles. Tel est le cas, par exemple, de l'évaluation des préjudices. Les logiciels de justice prédictive vont nous permettre de connaître ce qui est aujourd'hui pour l'essentiel inconnu. Alors certes, on pourra toujours discuter des biais introduits par tel ou tel algorithme dans la cartographie qui sera dessinée, mais ces biais devraient pouvoir être réduits peu à peu. La justice prédictive va modifier aussi profondément la vie des juristes qui passent aujourd'hui beaucoup de temps à accomplir des tâches qui sont parfois assez répétitives. Or, tout ce qui est répétitif peut être automatisé et va sans doute l'être. On peut craindre cette automatisation en ce qu'elle risque de rendre la justice moins humaine. Mais la vie de Charlie Chaplin, dans les temps modernes, qui passe son temps à serrer des boulons, est-elle vraiment si humaine que cela? On peut penser au contraire qu'en libérant les juristes des tâches mécaniques et répétitives, la justice prédictive va leur permettre de se recentrer sur ce qu'il y a de plus humain dans leur activité, en amont et en aval de la recherche de jurisprudence qui va être grandement facilitée. Les avocats, par exemple, vont pouvoir consacrer plus de temps à l'écoute du client, à la réunion des éléments factuels du dossier qui jouent souvent un rôle déterminant dans la décision du juge. Ils vont se transformer en véritables enquêteurs. Et si la photographie de la jurisprudence qu'ils leur est donnée est défavorable à leurs clients, ils devront faire un effort d'imagination pour critiquer cette jurisprudence, pour inciter les juges à la faire évoluer, car celle-ci n'est pas figée et elle ne le sera, je pense, jamais. Ça, c'est l'histoire qui finit bien. J'en viens maintenant à l'histoire qui finit mal. D'abord, je pense que l'homme a besoin pour vivre d'un certain degré de répétition. Il ne peut pas vivre dans l'invention et la création permanente. Et cette répétition peut être source de progrès. Ainsi, c'est en répétant 100 fois le même geste que l'apprenti essaie de s'approcher, peu à peu, de la perfection. Ensuite, on peut se demander si nous ne sommes pas comme ces généraux de l'armée française qui préparent la prochaine guerre en se fondant sur la précédente. Beaucoup disent que la révolution numérique est une nouvelle révolution schumpeterienne, du nom du célèbre économiste autrichien, apôtre de l'innovation, alors que cela est loin d'être sûr. Les révolutions schumpeteriennes détruisent des emplois tout en créant de nouveaux, alors que le but de la révolution numérique, c'est de pouvoir se passer de l'homme. Ainsi, quand on est passé de la diligence à l'automobile, les cochers ont disparu, mais ils ont été remplacés par des chauffeurs. Aujourd'hui, on travaille sur des automobiles sans chauffeur, automobiles qui seront fabriquées pour l'essentiel par des robots. Dans les révolutions schumpeteriennes, l'homme doit faire progresser sa formation pour s'adapter au nouveau monde dans lequel il va devoir vivre. Mais l'ordinateur Deep Blue a battu plusieurs fois Garry Kasparov aux échecs. Vous pensez vraiment qu'il est possible d'être mieux formé que Kasparov en matière d'échecs? Personnellement, j'ai des doutes. En conséquence, il existe un risque réel de voir les machines l'emporter sur les hommes et de voir ainsi triompher une justice sans hommes. Entre ces deux scénarios, quel est le bon? Je n'en sais rien, mais je suis sûr que j'en saurai plus à la fin de ce colloque, grâce à la qualité des intervenants que je remercie tous pour leur participation. Une précision cependant, Alain Benaban nous ayant abandonnés, c'est mon excellent confrère Arnaud de Chaise-Martin qui le remplacera et je l'en remercie particulièrement. Je vous souhaite à tous un très bon colloque.